Elle a exigé une bague plus grosse pour que je la redemande en mariage. J'ai simplement dit compris, j'ai rendu les 2 bagues et j'ai bloqué son numéro. Sa mère m'a appelé en pleurs 2 jours plus tard. Bonjour, m'a-t-elle dit, refais ta demande en mariage, mais seulement si la bague est plus grosse cette fois. Sinon, ne le fais pas. J'ai répondu, compris. Puis j'ai rendu les 2 bagues et j'ai bloqué son numéro. 2 jours plus tard, sa mère m'a appelé en pleurs. Je m'appelle David, j'ai 31 ans. Ma petite amie enfin, mon ex-fiancée, mon ex-petite amie s'appelle Mélanie, elle a 29 ans. Nous étions ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis 6 mois. Du moins, c'est ce que je pensais. La première demande en mariage n'était pas un spectacle viral. Pas de drone, pas de flash mob, juste nous deux lors d'un week-end tranquille, une bague pour laquelle j'avais économisé pendant des mois, et moi, sincèrement nerveux comme je ne l'avais pas été depuis l'adolescence. Elle a dit oui. Elle a pleuré. Elle l'a posté sur les réseaux sociaux en 10 minutes. Je pensais que c'était la partie difficile. Il s'est avéré que c'était la partie facile. Vendredi dernier, nous étions chez elle techniquement, notre appartement, bien que le bail soit à son nom car, selon ses mots, ça fait mieux pour mon dossier de crédit. Nous étions assis sur le canapé, à faire défiler nos téléphones sans but. Elle s'est arrêtée sur une photo de la bague de fiançailles d'une de ses amies. Une pierre énorme, aveuglante. Elle m'a montré son téléphone et a dit, tu vois, voilà à quoi ressemble une vraie bague de fiançailles. J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait. Elle ne plaisantait pas. Elle s'est tournée vers moi, complètement sérieuse, et a dit, refais ta demande en mariage, mais seulement si la bague est plus grosse cette fois. Sinon, ne le fais pas. Je me souviens du ton exact, pas en colère, pas émotionnel, juste instructif, comme si elle corrigeait une erreur au travail. Je lui ai demandé si elle était sérieuse. Elle a soupiré, levé les yeux au ciel et a dit, David, je ne veux pas repenser à ma vie et avoir l'impression de m'être contenté de peu. Si tu veux vraiment m'épouser, tu vas arranger ça. Ce mot, arranger, a eu un effet sur moi. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste hoché la tête et dit, compris. Elle a souri, satisfaite, et est retournée à son téléphone. Elle n'a pas remarqué que quelque chose s'était tranquillement terminé là, sur le canapé. Mais moi, oui, et j'ai commencé à faire des plans desquels a cessé de faire attention. Le reste de cette nuit s'est déroulé comme si rien ne s'était passé, ce qui, d'une certaine manière, a rendu les choses encore pires. Mélanie a parlé de projet de brunch, s'est plainte d'une collègue qui ne comprenait pas l'esthétique, m'a demandé si elle devait refaire ses injections aux lèvres ou attendre l'été. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil à ma main, où la bague qu'elle n'aimait pas assez reposait sur son doigt comme si elle était déjà temporaire. J'ai hoché la tête au bon moment, fait les bons bruits. À l'intérieur, quelque chose s'était figé. Quand je suis rentré chez moi, je n'ai pas dormi. Je me suis assis à ma table de cuisine avec l'écrin de la bague devant moi, celui que j'avais caché pendant des mois avant de faire ma demande. Je l'ai ouvert, fermé, rouvert. Je me suis souvenu à quel point j'étais nerveux en l'achetant. Le vendeur me demandant mon budget, moi mentant et disant que j'étais à l'aise alors que je ne l'étais absolument pas. Je me suis souvenu de Mélanie disant oui. Comment elle avait murmuré, c'est magnifique, et comment je l'avais cru. Le lendemain matin, elle m'a envoyé un message avant même que j'aie bu mon café. Mélanie, alors, tu as réfléchi à ce que tu allais faire? J'ai fixé le message. Pas, nous, pas, on. Tu. J'ai répondu par un mot, oui. Elle a immédiatement renvoyé un emoji clin d'œil et un lien vers un compte Instagram de bijoux. C'est plus mon style. Ne me déçois pas encore. C'est à ce moment-là que le doute est finalement mort. J'ai pris l'écrin de la bague, l'ai mis dans la poche de ma veste et je suis allé chez le bijoutier où je l'avais acheté. Le même vendeur m'a reconnu, m'a félicité à nouveau, m'a demandé comment se passait l'organisation du mariage. Je lui ai dit la vérité, ça ne se passe pas. Rendre la bague a été plus facile que prévu. Pas de drame, pas d'argument, juste un reçu et un sourire poli. L'argent est arrivé sur mon compte instantanément. Je me suis senti plus léger à la seconde où c'est arrivé. Puis j'ai traversé la ville et rendu la deuxième bague. La bague temporaire qu'elle avait insisté pour que nous gardions, au cas où nous améliorerions. Le retour à la maison a été silencieux.
Pas de musique, pas d'appel. Une fois rentré chez moi, j'ai bloqué son numéro, Instagram, WhatsApp, tout. Je n'ai pas écrit de message. Je n'ai pas expliqué. J'ai pensé que, compris, suffisait. 2 jours se sont écoulés. Puis, le 3e matin, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli l'ignorer. J'ai répondu quand même. Une voix de femme tremblante a dit, « David, c'est la mère de Mélanie. » Elle pleurait. Et avant même que je puisse dire bonjour, elle a demandé, « Que as-tu fait à ma fille ?» Je n'ai pas répondu tout de suite à sa mère. Non pas que je ne savais pas quoi dire, mais parce que j'ai soudainement compris pourquoi elle m'appelait et non sa fille. Je n'ai rien fait à Mélanie, ai-je dit prudemment. J'ai juste arrêté de faire ce qu'elle attendait. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. J'entendais des reniflements, le son de quelqu'un qui essayait de reprendre le contrôle. Elle dit que tu as disparu, a dit sa mère. Que tu l'as bloqué partout. Que tu as rendu les bagues. Elle est hystérique. David, elle n'a pas mangé. Elle dit que tu l'as humiliée. Ce mot encore. Humiliée. Pas blessée. Pas confuse. Humiliée, comme si c'était une question d'image, pas de relation. J'ai frotté mon front et me suis penché en arrière sur ma chaise. Est-ce qu'elle vous a dit ce qu'elle m'a dit? Silence, puis plus doucement, elle a dit que tu l'avais mal comprise. Bien sûr, elle l'a dit. Je l'ai expliqué calmement. La demande, le ton, la condition, la façon dont elle avait encadré l'amour comme une transaction qui nécessitait une mise à niveau. Je n'ai pas enjolivé. Je n'en avais pas besoin. Sa mère a laissé échapper un souffle tremblant. Elle n'a pas mentionné la partie sur la taille de la bague. Cela ne m'a pas surpris non plus. Elle a dit que tu lui mettais la pression, a continué sa mère. Que tu lui faisais se sentir ingrate. J'ai failli rire, mais c'est sorti comme quelque chose de plus proche de l'incrédulité. J'ai passé des mois à économiser pour cette bague, ai-je dit. J'ai fait ma demande parce que je voulais un mariage. Elle voulait une révision. Sa mère a recommencé à pleurer plus fort alors. Pas des sanglots dramatiques, juste des larmes silencieuses et épuisées. Le genre qui vient quand un parent réalise que quelque chose qu'il a défendu ne tient plus la route. Elle m'a dit que tu reviendrais, a dit sa mère. Elle a dit, tu reviens toujours. Cette phrase m'a frappé plus fort que tout ce que Mélanie avait dit. Parce que c'était vrai. Je suis toujours revenu, jusqu'à ce que je ne le fasse plus. Je n'appelle pas pour te convaincre, a dit sa mère après un moment. J'avais besoin de comprendre pourquoi elle agit comme si c'était la fin du monde. J'ai regardé le reçu de la bague toujours posé sur ma table, plié. Final. Parce que pour la première fois, ai-je dit, quelqu'un lui a dit non. Nous avons raccroché quelques minutes plus tard. Je suis resté assis là longtemps après, réalisant quelque chose de troublant. Mélanie n'était pas choquée que je sois parti. Elle était choquée que je n'ai pas négocié, et j'avais le sentiment qu'elle n'avait pas fini d'essayer de réécrire l'histoire. Mélanie a essayé toutes les façons de revenir, et une fois qu'elle a réalisé que bloquer signifiait bloquer. D'abord, ce fut un long email avec pour objet, nous devons parler comme des adultes. Je ne l'ai pas ouvert. L'aperçu seul m'a donné suffisamment d'indices, des phrases comme « mauvaise communication »,« stress ». Tu as mal interprété. Aucune excuse, juste un recadrage où j'étais émotionnel et elle raisonnable. Puis elle m'a envoyé une demande Venmo des $1. La note disait, puisque tu ne réponds pas. Celle-là a presque marché. Non pas parce que je voulais répondre, mais parce que cela me rappelait à quel point elle utilisait souvent de petites manipulations pour forcer l'engagement. J'ai refusé sans commentaire et l'ai bloquée là aussi. Ce soir-là, elle est apparue à mon appartement. Je le sais parce que ma voisine m'a envoyé un texto pour me demander si la fille au sac de créateur était censée être assise sur les escaliers en pleurant. Apparemment, Mélanie avait choisi le genre de crise très visible, le genre destiné à être témoigné. Je ne suis pas descendu. 10 minutes plus tard, j'ai reçu un autre appel de sa mère. Je lui ai dit de ne pas venir ici, a-t-elle dit immédiatement. Elle n'écoute pas quand elle est contrariée. J'ai fixé le mur, me sentant étrangement détaché. Elle n'écoutait pas non plus quand elle n'était pas contrariée.
Sa mère a soupiré. David, elle dit que tu l'as embarrassée, que les gens posent des questions, que ses amis pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. J'ai failli dire, il y a, mais je me suis retenu. Ce qui la contrarie vraiment, ai-je dit, c'est qu'elle pensait que je céderais, que je paniquerais et que j'essaierais de faire mes preuves. Une autre pause. Elle disait que tu finirais par acheter une plus grosse bague, a admis sa mère. Elle disait que tu avais juste besoin de temps. C'était ça. C'était la confirmation finale. Mélanie n'avait pas vu ma demande en mariage comme une promesse. Elle l'avait vue comme une offre initiale. Je ne vais pas arranger ça, ai-je dit doucement. Et je ne ferai plus de demande en mariage à personne. Pas comme ça. Sa mère n'a pas argumenté. Elle a juste dit, j'aimerais qu'elle comprenne ce qu'elle a perdu. Moi aussi. Mais pas pour la raison qu'elle pensait, car ce que Mélanie a perdu, ce n'était pas une bague. C'était quelqu'un qui était prêt à continuer à prouver qu'il était assez bien. Et je n'allais plus jamais faire ça. Au 5e jour, le silence a commencé à faire quelque chose d'intéressant. Pas à moi, à elle. J'en ai entendu parler par des tiers. Des amis en commun m'envoyaient des messages vagues pour prendre des nouvelles, qui étaient en fait des tentatives pour obtenir des détails. Salut mec, je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Traduction, Mélanie est en pleine crise et nous ne savons pas quelle version de l'histoire est la vraie. Apparemment, elle avait dit aux gens que j'étais parti en tempête pour rien. Puis elle l'a ajusté à « il a paniqué face à l'engagement ». Pour le week-end, l'histoire avait évolué en « il ne supportait pas d'être poussé à grandir ». Grandir. Ce mot me faisait peur avant. Maintenant, il m'agace. Vendredi soir, j'ai reçu un autre appel de sa mère. Cette fois, elle avait l'air fatiguée au lieu d'être contrariée. Elle n'arrête pas de parler de la bague, a-t-elle dit, de l'embarras qu'elle ressent, comment tout le monde l'a vue et maintenant elle est partie. A-t-elle parlé du mariage du tout, ai-je demandé. Encore une pause. Non, a admis sa mère doucement, juste la bague. Cela m'a tout dit. Mélanie ne faisait pas le deuil d'un avenir. Elle faisait le deuil d'une dégradation de son statut. Les photos de fiançailles qu'elle avait déjà planifiées. Les commentaires qu'elle ne pourrait pas lire. Le récit qu'elle ne pourrait pas contrôler. Sa mère a continué de parler. Elle dit que si tu l'aimais, tu aurais fait plus d'efforts. Que les hommes sont censés être à la hauteur de la situation. J'ai pensé à toutes les occasions où j'avais déjà été à la hauteur. Les voyages que j'avais payés, les disputes que j'avais aplanies, les moments où j'avais ravalé ma fierté pour maintenir la paix. J'ai essayé, ai-je dit, juste pas de la manière qu'elle voulait. Cette nuit-là, Mélanie a tenté une approche différente. Un message est arrivé sur mon email professionnel. Objet, cela n'aurait pas dû être comme ça. Je l'ai ouvert. C'était long, et émotionnel d'une manière qui énumère les sentiments sans en prendre la responsabilité. Elle disait qu'elle se sentait abandonnée, qu'elle se sentait punie, que je l'avais prise au dépourvu. Elle disait que la conversation sur la bague n'était qu'un feedback et que les vraies relations nécessitent des ajustements. La dernière ligne disait, si tu reviens, nous pouvons repartir de zéro. Fais les choses correctement cette fois. J'ai fermé l'email et n'ai pas répondu car ce n'était pas une branche d'olivier. C'était un ensemble de conditions révisées, et j'avais fini de signer des contrats auxquels je n'avais jamais consenti. Samedi matin, je me suis réveillé au son de ma sonnette. Pas un coup, pas un tapotement poli. Une pression longue et impatiente, comme si celui qui était de l'autre côté s'attendait à avoir accès. Je savais déjà que c'était elle. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis assis sur le bord de mon lit et j'ai attendu, écoutant. La sonnette a retenti à nouveau, suivi du claquement sec de talons faisant les 100 pas dans le couloir. David. La voix de Mélanie a claqué à travers la porte. Je sais que tu es là. Je suis resté silencieux. Elle a essayé la poignée. Verrouillée. Tu fais vraiment ça, a-t-elle dit plus fort. Après tout ce que j'ai investi en nous. Cette phrase a failli me faire me lever par habitude. Presque. Je ne suis pas là pour me disputer, a-t-elle continué, mentant clairement. Je veux juste mes affaires. Tu ne peux pas garder ma bague comme ça. C'est insensé. Ma bague, pas nos fiançailles. Pas ce que cela signifiait. Juste l'objet.
J'ai finalement parlé à travers la porte, je l'ai rendu. Silence. Puis, comment ça, tu l'as rendu? J'ai rendu les deux, ai-je dit calmement. Sa voix a monté d'une octave. Tu as quoi? Je pouvais imaginer son visage, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, calculant les dégâts au lieu des émotions. Tu n'avais pas le droit, a-t-elle claqué. Cette bague était à moi. Non, ai-je dit, c'était conditionnel. Tu l'as bien fait comprendre. Elle a ri, un rire sec et sans humour. Oh mon Dieu, tu es mesquin parce que je voulais quelque chose de mieux. C'est ça. Vouloir quelque chose de mieux, c'est bien, ai-je répondu. Me traiter comme un bouche-trou jusqu'à ce que je réponde à votre prix, ça ne l'est pas. Son ton a alors changé. Plus froid, plus dangereux. Tu as la moindre idée à quel point ça te fait passer pour un idiot. Celle-là a fait mouche. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce que ça a tout révélé. Il s'agissait de l'image. Toujours. Je n'ouvrirai pas la porte, ai-je dit. Tu devrais partir. Elle est restée là un instant, puis a dit doucement, tu vas le regretter. J'ai attendu que ses pas s'éloignent avant de bouger. Pour la première fois depuis ma demande, j'ai ressenti quelque chose de proche du soulagement. Parce qu'une fois que quelqu'un vous montre qu'il valorise les apparences plus que le partenariat, le plus dur n'est pas de partir. C'est de rester assez longtemps pour faire semblant de ne pas le voir. Après son départ, je pensais que ce serait tout. J'avais sous-estimé à quel point Mélanie se battait lorsqu'elle réalisait qu'elle perdait le contrôle. Le dimanche après-midi, mon téléphone a recommencé à vibrer, non pas d'elle, mais de son entourage. Des amis à qui je n'avais pas parlé depuis des mois prenaient soudainement des nouvelles. Sa cousine me demandait si j'allais bien. L'une de ses futures demoiselles d'honneur au pluriel m'a envoyé un texto, et « Mélanie ne va vraiment pas bien. Tu devrais peut-être lui parler. » C'est là que j'ai réalisé qu'elle était déjà passée à la gestion des dégâts. Apparemment, elle avait dit à tout le monde que la demande avait été précipitée, que j'avais paniqué quand elle avait demandé quelque chose de plus conforme à ses standards. Elle a présenté les choses comme si j'avais échoué à une sorte de test et que j'étais parti en trombe au lieu de m'améliorer. Ce qu'elle n'a pas mentionné, c'était l'ultimatum, le roulement d'yeux ou le fait que l'amour venait avec une exigence minimale de « carotte ». Tard ce soir-là, sa mère a rappelé. « Je n'appelle pas pour te faire pression », a-t-elle dit immédiatement. « Je te le promets. » Je l'ai cru. « Elle reste avec moi maintenant », a continué sa mère. « Elle n'arrête pas de dire que tu reviendras une fois que tu te seras calmé. Que c'est juste ta fierté qui parle. » Ce mot, fierté, utilisé comme un défaut. Je suis calme, ai-je dit. C'est ça le problème. Sa mère est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Elle a fait ça avec son dernier petit ami aussi. Je me suis redressé. Il parlait de faire sa demande, a continué sa mère d'une voix basse. Elle a dit que la bague n'était pas ce qu'elle imaginait. Il a essayé d'économiser davantage. A pris des heures supplémentaires. Au moment où il a fait sa demande à nouveau, elle a dit que le moment semblait forcé. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé. Il est parti, a-t-elle dit. Elle a dit à tout le monde qu'il ne pouvait pas gérer ses attentes. Le schéma se mettait en place. Mélanie ne voulait pas d'un partenaire. Elle voulait une performance qui s'intensifierait éternellement. Sa mère a soupiré. Je pense qu'elle pensait que tu essaierais plus fort que les autres. C'était peut-être la chose la plus honnête que quelqu'un ait dite jusqu'à présent. Je n'essaie plus du tout, ai-je répondu. C'est la différence. Nous avons raccroché peu après. J'ai fixé le plafond, réalisant quelque chose de troublant mais libérateur. Si j'avais acheté une plus grosse bague, il y aurait eu une plus grande exigence ensuite, une meilleure demande, un meilleur mariage, un meilleur mari, et cela n'aurait toujours pas suffi. Pour la première fois, j'étais reconnaissant qu'elle m'ait montré qui elle était avant le mariage. La semaine suivante, les choses ont commencé à se calmer d'une manière qui semblait définitive. Mélanie a cessé de se montrer, a cessé d'envoyer des gens prendre de mes nouvelles, a cessé de prétendre que c'était temporaire. Selon sa mère, elle était passée à ce que sa famille appelait son « mode réinitialisation ». La phase où elle réécrit l'histoire dans sa propre tête jusqu'à ce qu'elle se sente à nouveau à l'aise d'être la victime. Je ne ressentais rien. C'était nouveau.
Je m'attendais à du regret, de la solitude ou au moins l'envie de m'expliquer à quelqu'un qui écouterait. Au lieu de cela, j'ai remarqué de petites choses. À quel point mes matins étaient paisibles. À quel point je ne me préparais plus avant d'ouvrir mon téléphone. À quel point mon appartement me semblait à nouveau le mien au lieu d'une salle d'exposition que je n'arrivais pas à améliorer. Puis le mercredi soir, sa mère a rappelé. Cette fois, elle ne pleurait pas. Mélanie me demande quelque chose, a-t-elle dit, encore et encore. Quoi, ai-je demandé. Elle n'arrête pas de demander si tu as déjà acheté une autre bague. J'ai fermé les yeux. Pas si tu vois quelqu'un d'autre, a continué sa mère. Pas si tu as cessé de l'aimer. Juste si tu as remplacé la bague. C'était ça. La dernière pièce du puzzle. Elle ne peut pas comprendre que ce n'est pas à propos de la bague, a dit sa mère doucement. Elle n'arrête pas de dire que si elle ne l'avait pas dit de cette façon, tu serais toujours là. J'y ai réfléchi. Au ton, au timing, au nombre de façons dont des gens comme Mélanie recadrent la responsabilité jusqu'à ce qu'elle se dissolve. Non, ai-je dit, je serais parti de toute façon. Sa mère a expiré. Je crois que je le sais maintenant. Apparemment, Mélanie avait passé les derniers jours à faire défiler obsessivement de vieilles photos de fiançailles d'amis, de cousins, d'étrangers s'arrêtant sur les mains, sur les pierres, sur les commentaires, se mesurant à une vie qu'elle pensait garantie. Elle dit que tu l'as fait se sentir jetable, a ajouté sa mère. J'ai failli la corriger. J'ai failli dire non. Elle s'est fait ça à elle-même. Mais je ne l'ai pas fait parce que la vérité était plus simple. Je ne l'ai pas faite se sentir jetable. J'ai juste cessé de me laisser l'être. Et une fois que cela s'est produit, tout le reste s'est effondré tout seul. 2 jours après cet appel, je pensais que tout était enfin retombé. Puis mon téléphone a sonné à nouveau. C'était sa mère. Mais cette fois, elle n'a même pas essayé de me ménager. Elle me blâme maintenant, a-t-elle dit sèchement. Je me suis assis. Me blâmer de quoi, ai-je demandé. De ne pas l'avoir arrêté, a répondu sa mère. De l'avoir laissé te dire ce qu'elle t'a dit. Elle m'a dit que si je l'avais élevé différemment, tu ne serais pas parti. Voilà, la dernière déviation. Sa mère avait l'air épuisée. Pas émotionnelle, juste usée, comme quelqu'un qui avait passé des années à amortir des conséquences qui n'étaient jamais les siennes à absorber. Elle m'a dit que tu avais ruiné son planning, a continué sa mère, que tu avais gâché 4 ans de sa vie. J'ai failli corriger ça aussi. J'ai failli dire non. J'ai rendu les bagues à temps. Au lieu de cela, j'ai demandé, a-t-elle dit que je lui manquais? Encore une longue pause. Non, a admis sa mère. Elle n'arrête pas de dire que ce que tu représentais lui manque. Cette distinction importait. Je pouvais imaginer Mélanie faire les 100 pas dans sa chambre d'enfant, faire défiler des photos, calculer où elle devrait être maintenant. Mariée, postée, enviée, pas réellement en couple, juste, arrivée. Sa mère a baissé la voix. Elle m'a demandé si je pensais que tu l'épouserais toujours si elle s'excusait. Je n'ai pas hésité. Non. Pas en colère, pas suffisant, juste honnête. Je pense qu'elle comprend enfin, a dit sa mère doucement. Que tu ne reviendras pas. J'ai ressenti quelque chose alors. Pas de satisfaction, pas de victoire. De la clôture. Elle n'arrête pas de demander ce qu'elle a fait de mal, a ajouté sa mère. J'ai pensé au canapé, au roulement d'yeux, à la demande conditionnelle, à la façon dont l'amour avait été présenté comme un lancement de produit raté. Elle n'a pas fait une seule chose de mal, ai-je dit. Elle a fait une seule chose honnêtement. Sa mère n'a pas argumenté avant que nous raccrochions. Elle a dit quelque chose qui est resté avec moi. J'espère qu'elle apprendra, a-t-elle dit, avant de confondre une autre bague avec la sécurité. Je l'espère aussi. Mais je savais aussi autre chose maintenant. Même si elle apprenait, ce ne serait pas avec moi. Je ne m'attendais pas à ce que le dernier appel arrive quand il est arrivé. C'était un dimanche après-midi tardif, une de ces heures calmes où rien ne semble urgent. Mon téléphone a vibré, et avant même de regarder, je savais qui c'était. Encore la mère de Mélanie. Sa voix était plus calme cette fois, sans pleurs, sans panique. Elle m'a enfin posé une question différente, a-t-elle dit. Je me suis adossé au comptoir et j'ai attendu.
Elle m'a demandé pourquoi tu n'as pas argumenté. Cela m'a arrêté un instant. Pas pourquoi tu es parti, a continué sa mère, pas pourquoi tu l'as bloqué. Elle a demandé pourquoi tu ne t'es pas battu, pourquoi tu n'as pas riposté ou négocié. J'ai souri juste un peu, parce qu'au moment où quelqu'un transforme l'amour en une condition, ai-je dit, la discussion est déjà terminée. Sa mère a laissé échapper un long souffle. J'aimerais qu'elle ait compris ça avant. Moi aussi, ai-je dit honnêtement. Apparemment, Mélanie avait passé les 2 derniers jours à revoir la conversation encore et encore, rejouant ses mots, se fixant sur la phrase exacte qu'elle avait utilisée, l'ultimatum, la confiance qu'elle avait eue en le disant. La supposition que je me plierais. Elle disait qu'elle pensait que tu lui donnerais raison, a admis sa mère, que tu essaierais plus fort. Cette supposition avait été le fondement de notre relation plus longtemps que je ne voulais l'admettre. J'ai pensé aux bagues un instant. Comment elles étaient parties maintenant, de retour dans une vitrine quelque part, attendant de signifier quelque chose pour quelqu'un d'autre. Je n'ai pas ressenti de regret. J'ai ressenti du soulagement. J'espère qu'elle trouvera ce qu'elle cherche, ai-je dit. Je sais juste que ce n'est pas moi. Sa mère m'a remercié d'avoir répondu à ses appels, d'avoir été honnête. Avant de raccrocher, elle a dit une dernière chose. Elle a dit que la bague n'était même pas le problème. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir. Ça ne l'est jamais, ai-je répondu. Une fois l'appel terminé, j'ai posé mon téléphone et j'ai regardé autour de mon appartement. Silencieux, simple, le mien. Pas de pression pour améliorer, pas de conditions à remplir. Ma petite amie m'a dit de faire ma demande à nouveau, mais seulement si la bague était plus grosse. J'ai dit, compris. Et pour la première fois depuis des années, je le pensais vraiment.